Bienvenue à toi qui m'écoutes. J'espère que tu vas bien et que tu n'as pas pleuré toutes les larmes de ton corps pour cette chère Annie. Après tout, nous ne connaissons pas encore son sort. Enfin, moi si, mais pas toi. Es-tu prêt pour la suite de cette grande aventure? Oui. Et surtout, as-tu bien pris ta bombe anti-moustique? C'est très important. Alors, dans ce cas, c'est parti. On y va. Taylor, aidé de ses deux compagnons, se dirigèrent vers le temple de gauche. Emel et Marc celui de droite. Faites attention à vous. Personne ne répondit. Le couloir dans lequel ils avançaient était sombre, et notre nouvel alchimiste n'avait plus de batterie. Fort heureusement, l'explorateur détenait un zippo. Ils étaient sur leur garde, à l'affût du moindre bruit. Les cris d'Annie avaient cessé. Ce n'était pas bon signe. Ça y est, je n'ai plus de chef. Machinalement, Mel tripota son œil de Sainte Lucie. Elle se sentait oppressée dans ce long couloir sombre. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Les bâtons qu'il s'était procurés en guise d'armes ne rassuraient pas davantage Mélania. Pour un explorateur averti, il aurait au moins pu se munir d'un revolver. Ou d'un couteau, je sais pas moi, mais au moins quelque chose. Ressentant son mal-être, Marc lui tendit la main pour manifester son soutien. Ouais, son soutien avec un couteau, ça aurait été bien mieux. La faible lueur du zippo révélait de magnifiques et immenses gravures sur les murs. Jusqu'à présent, notre apprentie sorcière n'avait pas fait attention, mais la structure de la pyramide était démesurément grande. Comme c'était la première fois qu'elle voyait et visitait une pyramide, elle pensait que de telles dimensions étaient normales. Le plafond était si haut que la lueur du zippo ne pouvait l'atteindre. C'est impressionnant. C'est fou ce qu'ils arrivaient à construire à l'époque. Les proportions du site sont juste colossales. Remarque, ce sont peut-être des géants qui ont bâti ce lieu, plaisanta-t-elle. Marc se tourna vers elle. Tu ne sais pas si bien dire, murmura-t-il. Allez, voilà autre chose maintenant. Il éclaira un des murs. Observe bien les gravures et les sculptures. Comme pour toutes les anciennes civilisations, que ce soit aztèque, égyptienne, hindoue, et j'en passe un sacré paquet. On retrouvait certains animaux à l'aspect étrange. Ah ça, pour être étrange, des sortes d'hybrides métaphoriques mélangeant divinité et humain. D'autres, venant tout droit de l'esprit des croyances de l'époque. De telles créatures ne pouvaient exister. Par exemple, cette espèce de loutre, ou castor, avec une main au bout de la queue. C'est clair qu'on n'aimerait pas qu'il existe, lui. Qu'était-elle censée représenter? Sur d'autres gravures, on pouvait observer des astres. Waouh, en tout cas, c'est magnifique. Il y avait un nombre impressionnant de détails à ne plus savoir où donner de la tête. Mais il n'était pas venu ici en tant que touriste. C'est tellement dommage. Merci, Annie. Marc insista tout de même. Regarde bien les proportions entre les êtres. Il y avait des scènes sacrificielles, d'autres de bataille, mais aussi des scènes où des hommes vénéraient leur roi. Il insista une nouvelle fois sur la différence de taille entre les êtres. Non mais regarde mieux que ça. Mais c'est ce que je fais. Il m'énerve, lui. Oh. Elle n'avait pas fait attention au départ, mais elle finit par constater la divergence de proportions. Le roi était bien plus grand. Oui, mais c'est sûrement métaphorique, dit-elle. Ça doit être pour insister sur la grandeur de son pouvoir. Eh bien, je pensais la même chose au départ, lui répondit Marc. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est en étudiant les nombreuses et différentes civilisations. Oui, je m'en souviens. Ou même les différents folklores, ou encore les textes sacrés, que je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait peut-être pas seulement de quelque chose de symbolique. Allons bon, la taille ici ne représente pas seulement le pouvoir ou la connaissance, mais il a pu par le passé réellement exister des géants. Remarque, on n'est plus à ça près. Et j'ai pu constater de mes yeux des faits qui dépassent notre imagination. Oui, pour le coup, je veux bien croire. Il continuait d'avancer dans ce long couloir. Mélania était de moins en moins rassurée et avait encore du mal à intégrer tout ce qui se passait et ce qu'avait pu raconter l'aventurier. Si tout cela était véridique, pourquoi n'en parlerait-il pas à la télévision? Ou dans les livres d'histoire? Waouh!
Une énorme gravure attira son attention. Sur la gauche, on pouvait observer un peuple en pleine vénération, agenouillé, le regard vers le sol. À droite, le roi, ou le géant, en train de lever les bras vers le milieu de la représentation. Mélania observa attentivement ce que cela pouvait être. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cristal, indiqua Marc. Une pierre au pouvoir incommensurable et vénérée par les anciens. Elle devait vraiment être énorme. Elle resta un instant fixée devant. Une sensation étrange de déjà-vu s'empara d'elle. Tiens, Marc, c'est quoi, qui lui tenait toujours la main, tenta de la faire avancer. Tu viens ? Mais elle le fit lâcher. Un instant. Je sais que ça peut paraître étrange, mais... Attendez. Elle récupéra son œil de Sainte-Lucie qu'elle avait autour du cou. Il faut que j'essaye quelque chose. Elle avait remarqué une petite cavité dans l'énorme pierre gravée. Elle voulut tester l'idée qu'elle avait derrière la tête. Et bingo ! Le porte-bonheur logeait pile poil. Je savais que ça allait loger, je m'en doutais. Malgré l'excitation de sa découverte, il ne se passa rien. J'étais pourtant persuadée qu'il allait se passer quelque chose. Dommage. Elle s'apprêtait à le récupérer quand une nouvelle théorie lui vint en tête. Une spirale est formée d'un côté du coquillage. Et si... Elle tourna l'œil dans le sens de la spirale. Comme vous pouvez vous en douter, le stratagème fonctionna. Elle venait d'actionner les mécanismes d'un système ancestral. Oh, j'y crois pas, c'est vraiment génial. Elle était fière d'elle et regarda Marc avec un grand sourire. C'est moi qui ai percé ce mystère. Ce n'était pas un accès classique donnant sur un couloir ou un escalier, ou encore une grande pièce comme on peut l'imaginer, mais seulement une grande ouverture donnant sur le néant s'était dessinée sur l'immense mur. Nos deux amis se regardèrent étonnés. Je sais plus si je dois être surprise ou si ça devient normal tout ça. Oserait-il passer au travers ce passage ? Oui, puis c'est peut-être pas obligé non plus. Que pouvait-il bien se cacher derrière ? La curiosité n'est pas toujours bonne. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi ne voyait-on rien ? Était-ce dangereux ? Oui. Marc approcha délicatement son bras, qui traversa l'accès. Oh, je le sens pas. La tension était à son comble. Ouf, il ne se passa rien. Tiens-moi, je vais passer la tête pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, lui dit-il. Oh, j'y crois pas. Elle cramponna Marc par la ceinture de son pantalon et se pencha en arrière pour faire contrepoids. Faut vraiment être fou pour faire ça. Il passa la tête délicatement à travers le portail. En l'espace d'un instant, tout son corps se mit à trembler. Marc ! Avant même que Mélania ne se mette à crier de frayeur, il sortit sa tête en souriant. Je t'ai eu. Il était fier de sa connerie. Non mais sérieusement, c'est pas drôle. Elle avait envie de le gifler. Tu vas moins rigoler tout à l'heure. Après s'être bien fendu la poire, enfin, lui surtout, il lui expliqua que l'endroit était ténébreux et il avait eu la sensation d'être dans une chambre sourde. Cette situation m'est familière. En revanche, il avait bien vu quelque chose dans le fond, mais il n'avait pas su définir ce que c'était. Il était décidé à pénétrer à l'intérieur, mais en prenant un maximum de précautions. Il faut être sage pour rentrer dans un passage. Il sortit une longue corde de son sac. Décidément, il n'a pas de couteau ni de revolver, mais alors il a un sacré paquet de cordes. Il l'attacha solidement à une des sculptures à l'entrée. « Je viens avec toi », lui dit Mel. « Tu es sûre de toi ?»« Plus que jamais. Je sens qu'il faut que j'y aille. » « Oui, je sais que je ne suis pas rassurée, mais... » Son instinct lui disait qu'elle le regretterait si elle n'accompagnait pas Marc. Non pour veiller sur lui, mais plus parce qu'elle avait ce sentiment de plus en plus fort qu'elle n'était pas étrangère à toute cette situation. Allez, c'est parti. Ils agrippèrent leur fil d'Ariane et traversèrent. Waouh, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Effectivement, là-bas, il y avait bien quelque chose au fond de cet endroit. C'était d'ailleurs la seule chose de perceptible. Ils avançaient dans une espèce de néant. Il n'y avait aucun son, aucune lueur, rien. Ils avaient l'impression de marcher dans le vide, mais il y avait bien un sol sous leurs pieds. À force d'avancer peu à peu, et à tâtons, des objets commençaient à prendre forme autour d'eux. J'ai presque les mêmes sensations qu'avec la labradorite. De quoi ? Non, rien. Un souvenir. Jusqu'à temps que Mélania s'en rende compte. Nous sommes dans la boutique. Hein ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu connais cet endroit ? Demanda Marc. Bien sûr.
J'y suis allée 2 fois ces derniers jours. Et ce n'est pas le plus étrange. Ok. C'est que ce sont 2 fois à 2 endroits différents. Marc la regarda avec une drôle d'expression. Ouais, je sais, c'est de plus en plus bizarre tout ça. Les objets qui les entouraient étaient fantomatiques, et seule la trappe que l'on pouvait voir à travers le comptoir avait une consistance. Elle s'empressa de s'y diriger, l'ouvrit et descendit une nouvelle fois l'échelle. Marc emboîtait le pas. Cette fois, il y avait un feu d'allumé dans le fourneau. À l'encontre de ce que l'on pourrait imaginer, ce feu n'était pas un feu ordinaire. Celui-ci était entièrement bleu. Waouh! Notre chère alchimiste était hypnotisée par ce feu. Elle s'en rapprocha et fut surprise de constater qu'il n'émettait aucune chaleur. Elle n'avait qu'une seule envie, le toucher. C'était plus fort qu'elle. Impossible d'y résister. La voix lointaine de Marc résonna comme un écho. De toute façon, peu importe ce qu'il disait, ce feu envoûtant résonnait directement avec son âme. Et elle y plongea la main. Comme avec la labradorite, elle fut projetée dans une autre dimension, hors du temps, hors d'elle-même. Et là, devant elle, un être immense lui faisait face. Un géant. L'aura qu'il dégageait était puissante. Il est clair qu'il n'avait rien d'ordinaire. Un masque de jaguar recouvrait le sommet de sa tête. Son corps était entièrement couvert de noir, à l'exception des bandes de peinture jaune qui traversaient son visage. Il avait un bâton d'oreille en or courbé en épines. Portait un bracelet garni de couteaux de silex. Un bouclier garni de plumes était accroché à son pagne. Elle remarqua qu'un objet noir en forme de disque remplaçait son pied gauche. Qu'est-ce que c'est ? Le géant prit la parole. C'est un miroir d'obsidienne. Ce n'est pas un miroir ordinaire. Il a de nombreuses particularités. Les invocations, la divination et rendre la mémoire. Je te connais, Mélania. Et toi, veux-tu savoir pourquoi tout ce que tu vis actuellement te semble familier ? Ce miroir contient toutes les réponses à tes questions. L'envie de comprendre qui elle était, son lien avec la Ciguapa. Comment pouvait-elle connaître l'existence de la trappe dans la boutique ? Comment avait-elle pu savoir que l'œil de Sainte-Lucie ouvrirait un passage ? Et ce labo d'alchimiste, elle s'y sentait comme chez elle. Ni une ni deux, elle plongea son regard dans le miroir. Ses anciennes vies défilaient à la vitesse de la lumière, mais les plus importantes restèrent gravées en sa mémoire. Lorsqu'elle eut terminé, elle décrocha son attention de l'artefact. Elle se souvenait de tout, et de pourquoi elle était ici. Oui, tout ce qui lui arrivait n'était pas un simple hasard. L'être en face d'elle avait pris l'apparence du dieu aztèque Tezcatlipoca, comme lors de leur première rencontre. Voici les vies qui ont marqué Mélania. Pour commencer, elle avait été un homme dans une tribu Hopi. Dans une autre vie, elle s'était réincarnée en tant que femme durant la fin de la période aztèque. Celle-ci fut la plus importante de toutes, car c'est là qu'elle avait reçu des enseignements puissants de sorcellerie. Laissez-moi vous raconter comment. Elle avait pour tâche de stocker l'or dans une des nombreuses grottes sous la pyramide. Pour cela, elle devait utiliser les tunnels souterrains aménagés par les ancêtres. C'était un vrai labyrinthe là-dessous. On raconte même que des civilisations ont vécu dans ces profondeurs pour survivre aux cataclysmes détruisant la surface de la Terre par le passé. Un jour, elle s'était perdue. Elle n'arrivait plus à retrouver son chemin. À force de chercher un trajet la ramenant à la surface, elle finit par arriver dans une énorme grotte. Ni elle, ni sa tribu ne connaissaient l'existence de celle-ci. Elle était immense. Sur les murs, figuraient de nombreuses peintures représentant la création du monde. Au centre, il y avait un énorme autel circulaire rehaussé de 3 marches, avec de nombreuses gravures sur le dessus et la représentation d'un soleil au milieu. À l'avant se trouvait un autel sacrificiel. Et à chacun des points cardinaux résidait une gigantesque sculpture de la toute première génération de dieux aztèques. Au nord, Tezcatlipoca. À l'est, Xipetotec. Au sud, Huitzilopochtli. Et à l'ouest, Quetzalcoatl.
et l'on pouvait accéder à cet endroit par 3 entrées. En faisant le tour de la salle, son attention fut attirée par un petit objet au pied de la sculpture de Tezcatlipoca. Elle le récupéra et retira la poussière qui était dessus. C'était une petite plaque à l'aspect d'un coquillage, avec une spirale gravée dessus. Il y avait bien des inscriptions gravées de l'autre côté, mais elles étaient illisibles. Elle était contente de sa trouvaille, et c'est en faisant demi-tour qu'elle tapa dans un objet sur le sol qui lui entailla le côté du pied. Elle le récupéra et s'aperçut que c'était une dague d'obsidienne. Cette dague est précieuse. Attention à ne pas l'abîmer. Elle sursauta, surprise de ne pas être seule. Elle se retourna et pointa la dague en direction de personne. Décidément, son esprit lui jouait des tours, pensa-t-elle. Mais une nouvelle fois la voix retentit. Ce n'est pas la folie qui gagne ton esprit. Regarde bien la dague que tu as dans ta main. Elle ne voulait en rien laisser transparaître son angoisse. Elle écouta la voix et observa attentivement l'objet. Il y avait comme une ombre qui se déplaçait à l'intérieur. Elle comprit que c'était l'esprit de Tezcatlipoca. Notre jeune aztèque désappointé hésitait entre paniquer et prendre ses jambes à son cou ou être honorée qu'un dieu s'adresse à elle. Téméraire et courageuse, elle resta et écouta attentivement ce que le dieu avait à raconter. Ses 3 confrères l'avaient piégée et enfermée dans une dimension parallèle. Il devait attendre la fin de l'ère dans laquelle il se trouvait pour pouvoir se libérer. Mais il ne pouvait le faire seul et avait besoin d'une aide extérieure. C'est à ce moment que la jeune femme entra en jeu et accepta son rôle de disciple. Il la guida à travers le labyrinthe, l'emmena à la fameuse représentation sur laquelle avait flashé Mélania auparavant. Grâce au petit objet en forme de coquillage, elle avait pu accéder à cette autre dimension. Comme vous pouvez vous en douter, c'est à cet instant que le pacte se scella entre Mélania et Tezcatlipoca. À cette époque, son caractère était bien différent. Elle était avide de pouvoir. En cette période, les conquistadors étaient déjà présents sur leur terre. Elle avait fait un marché avec leur chef, qui répondait au nom de Cortés. Elle avait promis de leur révéler l'accès aux souterrains de la terre qui les mènerait alors cachés. En échange, il devait assurer sa sécurité lors de l'accomplissement du rituel. Elle s'était bien gardée de leur expliquer l'existence du cristal et de son pouvoir. Les Espagnols acceptèrent. L'or ne se refuse pas. Et puis, après tout, à leurs yeux, ils n'étaient que des sauvages. Durant cette période, elle avait une petite sœur. Celle-ci perçut qu'il se passait quelque chose de malsain. Elle avait fini par épier son aînée et comprit ce qu'elle manigançait. Elle rapporta tout ce qu'elle savait au chef de la tribu. À cause de son orgueil et de son arrogance, notre apprentie sorcière ne s'était pas aperçue qu'elle était surveillée. Un soir, alors qu'elle allait rejoindre son maître, les siens l'avaient suivie de loin pour repérer l'entrée du dieu. Et c'est au moment de l'ouverture sur l'autre dimension qu'ils lui sautèrent dessus pour l'empêcher d'y aller. Elle était folle de rage et se débattait de toutes ses forces. C'est en levant la tête qu'elle vit sa petite sœur. Celle-ci était penaude et évitait son regard. Elle comprit instantanément la trahison de sa proche. Elle la regarda, eut un petit rire sadique et murmura des paroles incompréhensibles. À cet instant, la petite s'écroula de douleur et se tortillait sur le sol en hurlant. Elle venait de lui lancer une malédiction et la transforma en monstre, aux pieds retournés. Gagnée par la folie et la haine, la jeune maudite déchaîna sa colère sur ceux qui l'entouraient. Lorsqu'elle avait lancé sa malédiction, elle avait fait en sorte que sa sœur devienne la gardienne du pendentif. Celle-ci n'avait pas d'autre choix que de lui remettre à chaque fois qu'elle se reverrait à travers les différentes incarnations de sa grande sœur. Au XVIe siècle, c'était un homme. Il travaillait comme espion au service de la couronne britannique et signait ses lettres par 007. Oui, c'était bien l'ancêtre réel de James Bond.
Il s'appelait Dee, John Dee. Ici, les deux héros représentaient les yeux de la reine Élisabeth Ier et signifiaient « Préparez vos oreilles, for your eyes only ». Je vous avais prévenu. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris étant donné mon super accent, je vous le traduis. Pour vos yeux seulement. Voilà. Et le 7 étant un nombre symbolique en occultisme. C'était un savant, alchimiste, cartographe et astrologue. D'ailleurs, c'est lui qui avait calculé la date la plus favorable au couronnement de la reine Élisabeth en 1559. Grand visionnaire, il était beaucoup sollicité. En 1570, il publie une préface mathématique lors d'une réédition du traité Éléments d'Euclide. Pour lui, les maths ne doivent pas seulement s'appliquer au monde naturel, mais également dans les pratiques surnaturelles. Il se serait servi d'un miroir d'obsidienne aztèque pour communiquer avec les anges et les esprits. Vous l'aurez compris, ce miroir était celui de Tezcatlipoca. C'est lui qui avait créé le passage pour se rendre dans son labo d'alchimiste à travers le temps et l'espace. Dans chacune des vies qu'elle avait menées, elle avait toujours gardé un rapport avec la magie. Son empreinte énergétique était sa signature lors de ses réincarnations. Et par le pacte, elle était liée au dieu du Nord. Elle se souvenait clairement de la tâche qu'elle devait accomplir. Délivrer son maître par le biais du cristal. Pour ce faire, il fallait retourner dans la grotte découverte lorsqu'elle était aztèque. Au fur et à mesure de ses vies, son caractère s'était adouci et son âme avait mûri. Pour protéger ses arrières, elle avait envoûté la dague d'obsidienne pour ne pas avoir à se sacrifier. En revanche, c'était bien son sang qui permettrait de délivrer l'immense cristal. Aussi, elle avait fait en sorte que cela ne fonctionne qu'avec son consentement, et s'était bien gardée d'en parler à son maître ou à quiconque pouvait être au courant. Elle se rappela aussi que c'était la vie qu'elle menait actuellement qui serait déterminante. Elle ouvrit les yeux. Elle était allongée dans son labo, Marc au-dessus d'elle, la tenant par les épaules. Il avait eu une sacrée frayeur. Pour lui, elle s'était simplement évanouie en touchant le feu, qui avait repris un aspect normal. Oh, tu m'aides. Elle se releva difficilement. Elle avait la tête comme une pastèque. Je me serais pas cogné la tête par hasard? Si, justement. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce feu? Lui demanda Marc. Elle décida de ne rien lui dire sur ce qu'il venait de se passer. Je sais pas, c'était plus fort que moi. Il a fallu que j'y mette ma main. Il fallait que je sache absolument si c'était froid. Du grand n'importe quoi. Je fais des trucs des fois. Marc n'avait pas l'air de gober ce que Mélania racontait, mais il s'en contenta et ne posa pas davantage de questions. Tant que nous sommes là, profitons-en pour faire nos courses, tu crois pas? Je ne suis pas un alchimiste, rétorqua Marc. Elle ne prêta pas plus attention à ce qu'il venait de dire, ouvrit son guide et récupéra ses quelques pierres. Un corail rouge. Il avait la vertu d'arrêter les hémorragies. On ne sait jamais. Et c'était tout de même mieux que d'ingérer des excréments de porc mélangés à son sang. Miam miam. Une memphitique. Celle-ci avait la particularité de rendre insensible à toute douleur. Une agate. Cette pierre permet d'affronter tous les périls et braver les adversités. Mais aussi, elle rend gai, agréable, généreux et fort. Pour finir, elle récupéra un bocal contenant le cœur d'un vautour lié avec un poil de lion, ceci permettant la levée des mauvais sorts. Chose importante, elle s'était rendue compte, en revenant à elle, que lorsqu'elle avait ouvert son sac, la dague d'obsidienne était à l'intérieur. Ça non plus, elle ne l'avait pas mentionné à Marc. Ne croyant plus au hasard, elle préférait rester sur ses gardes et assurer un maximum ses arrières. Ça y est, il pouvait enfin quitter le lieu et retourner dans le temple.
Cette fois-ci, il s'était muni d'une torche. Mélania fit mine que c'était son instinct qui les guidait dans les couloirs. Par là, je le sens bien. Après tout, c'était la vérité, puisque c'était cette même intuition qui leur avait permis d'ouvrir le portail dimensionnel donnant sur le laboratoire. Et ouais. Marc restait devant, à l'affût du moindre bruit. Quelqu'un venait vers eux. Chut, Marc se tenait prêt. Au moment où Marc allait se jeter sur l'individu pour le maintenir, ils se rendirent compte que c'était le mari d'Annie. Son bras gauche était en sang, dû à une entaille au niveau de l'épaule. « Aidez-moi !» Alors il s'est devenu fou. Il était armé d'un couteau. J'ai rien pu faire. Il nous a menacés, Annie et moi. Quoi? Et elle est où? Je ne sais pas où est Annie. Je vous en supplie, il faut qu'on se dépêche. Faut repartir maintenant. Il faut la retrouver. Mélania et Marc tentèrent de calmer l'homme complètement paniqué. « On va vous aider, lui dit Mélania. « Mais vous n'avez pas essayé de le désarmer ?» demanda Marc. « Qu'est-ce que tu crois ?» L'homme répondit que c'était bien pour ça qu'il était blessé et qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Phalaris, malgré son âge, savait se défendre. Ils étaient sur le trajet à la recherche d'Annie. Ce qui étonna, plus ou moins, notre ancienne James Bond, c'est qu'il se dirigeait vers la grotte contenant le cristal caché. Phalaris devait être au courant, mais de quoi exactement? « Je suis désolé, mais je ne me souviens plus de votre nom. » l'interrogea Marc. L'homme se nommait Cortés. Sur le chemin pour retrouver sa femme, il leur raconta qu'ils avaient paniqué à cause de la ciguapa et que dans leur course frénétique, ils étaient arrivés dans le temple. Pensant qu'ils étaient encore poursuivis, ils se seraient réfugiés dans les souterrains. Annie, Cortés et Phalaris continuaient d'avancer dans ces longs tunnels sombres jusqu'à ce qu'ils aperçoivent une faible lueur au bout du trajet. C'est au moment où ils seraient arrivés dans la grande salle que Phalaris aurait pété un câble et agressé le couple. Cortés aurait ordonné à Annie de se sauver pendant qu'il retenait le vieux toqué. Après s'être fait entailler l'épaule, il avait estimé qu'il avait assez démontré sa bravoure et se serait sauvé à son tour pour retrouver sa bien-aimée. Mais pourquoi Phalaris aurait-il fait ça? Dans quel but? Demanda Mel. La petite maline. Je ne sais pas. Peut-être a-t-il vu quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on voie. Les temples recèlent de nombreux secrets. Il ne voulait sûrement pas partager sa nouvelle découverte. Et puis, c'est un vieil homme. Il a fini par perdre les pédales avec cette aventure. Plus ils approchaient de l'immense grotte, et plus Mélania ressentait la puissance du cristal. Il était là, à portée de main. Seulement un peu de sang, et elle pourrait régner en tant que déesse sur Terre. Avec de tels pouvoirs, il serait plus facile de changer le monde. Elle pourrait éradiquer l'injustice, la corruption, l'immoralité, l'argent. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui le monde est devenu fou. Un monde en paix. Elle avait tous les ingrédients avec elle pour réussir sa transcendance. Et elle n'aurait plus besoin de Tezcatlipoca. L'énergie du cristal vibrait dans ses tripes. Grâce à la pleine lune et au positionnement parfait des planètes, son énergie était décuplée. Effectivement, c'était le moment qu'elle attendait depuis très longtemps. Ça y est, ils étaient dans un tunnel débouchant sur un embranchement. Le chemin de droite menait à la grotte et une lueur en réchappait, alors que celui de gauche devait contourner l'endroit. Il ne faisait plus de bruit et avançait doucement sur la pointe des pieds pour ne pas se faire repérer. Des torches avaient été allumées dans la salle. Et c'est sur l'autel sacrificiel qu'Annie était étendue. « Annie !» s'exclama Cortés, prêt à la rejoindre. Marc le retint. « On ne sait pas où est Phalaris. Ne nous précipitons pas dans la gueule du loup. » L'énergie dégagée était si intense qu'elle obsédait Mélania. Soudain, des cris provenant de l'autre côté de la grotte résonnèrent. Ces cris étaient ceux des aviateurs. Et de quelque chose d'autre. Mais ça s'arrête jamais.
Marc lança un regard à Cortés. Celui-ci comprit tout de suite qu'il avait l'intention d'aller aider les jeunes. Puis il se tourna vers Mélania. « Qui, moi ? Tu viens avec moi ?» lui demanda-t-il. « Quoi ?» Elle le regarda, les yeux grands écarquillés. « Oh non, c'est pas vrai, il abuse. » Elle était face à un choix cornélien. Suivre Cortés et sauver sa chef. Bon, ok. C'était un prétexte pour ensuite libérer le cristal et devenir la déesse d'un monde meilleur. Ou suivre Marc et prendre des risques incommensurables. Mais quelque part, c'était de sa faute si 2 des 5 aviateurs étaient morts. Si elle n'avait pas lancé la malédiction sur sa sœur plusieurs siècles auparavant, il serait encore là. Alors et vous? Oui, vous, chers auditeurs. Quel choix feriez-vous si vous étiez à la place de Mélania? À 2 doigts de devenir le nouveau maître du monde, vous resteriez avec Cortés? Ou bien, afin d'apaiser votre conscience, vous iriez apporter votre aide aux aviateurs, malgré le danger imminent? Eh bien oui, on peut bien lui porter un petit coup de main, non? Qu'en pensez-vous? Parce que c'est facile de rester derrière ses écouteurs ou son écran à écouter ce qui se passe. Mais par contre, quand il s'agit de prendre une décision, là, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, fin numéro 1 avec Cortés ou fin numéro 2 avec Marc? Choisissez bien. Mélania compte sur vous. Et surtout,